Beaucoup de designers disent que nous serons remplacés. Si vous ne savez pas comment utiliser l'IA, alors vous perdrez absolument votre travail. L'IA ne fonctionne pas toute seule. Elle doit également être utilisable. Nous devons bien la concevoir. Pensez-vous que trop compter sur l'IA au début de leur carrière les rendra paresseux ou moins créatifs? Si vous êtes dans une école de design qui ne vous apprend pas à utiliser correctement l'IA, vous êtes dans une mauvaise école de design. Si vous êtes un débutant avec un budget limité, vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher quelqu'un pour vous aider. Mais vous pouvez certainement vous permettre d'embaucher une IA pour vous aider. Mais vous devez être capable de dire ce que vous visez parce qu'elle ne peut pas lire dans les pensées, du moins pas encore. Quelles sont certaines compétences et modèles mentaux que les étudiants devraient pratiquer à l'avenir? S'il y a beaucoup de fonctionnalités mais que les gens ne comprennent pas comment les utiliser, elles pourraient aussi bien ne pas exister. Notre objectif ultime est de sauver l'humanité de l'oppression des ordinateurs. Et vous êtes dans le jeu depuis 41 ans. Oui, absolument. Bienvenue à l'émission The Cutting Edge. L'invité d'aujourd'hui est Sir Jacob Nielsen, l'un des designers les plus influents au monde et fondateur de UX Tigers. Sir Jacob est le cerveau derrière la loi de Jacob et a établi de nombreuses règles que chaque concepteur web et UI apprend à l'école de design. En 1998, le New York Times le décrivait comme le gourou de l'utilisabilité des sites web. Il possède plus de 75 brevets américains, tous sur la conception d'interfaces avec une meilleure UX et utilisabilité. La liste des 10 heuristiques de Nielsen est probablement le cadre d'utilisabilité le plus utilisé pour la conception d'UI. Dans cet épisode, Jacob Sir donne des réponses aux questions et doutes les plus importants que les concepteurs UX ont lorsqu'ils commencent leur carrière. Comment progresser en tant que designer? L'IA menace-t-elle nos postes? Comment nous préparons-nous pour l'avenir? Comment Jacob Sir utilise-t-il l'IA et l'ingénierie de prompt? Alors, sans perdre plus de temps, commençons. Bonsoir, Monsieur Nielsen. C'est un honneur de vous accueillir sur notre plateau d'émission. J'attends cette conversation avec impatience depuis le mois dernier. Même mes étudiants sont tellement enthousiastes que nous vous accueillons enfin. Alors, comment ça s'est passé jusqu'ici? Oh, ça a été super jusqu'à présent et je vous remercie définitivement de m'avoir accueilli. Dans l'émission, j'attends cela avec impatience. Comment cela a-t-il été de développer UX Tiger? Parce que je sais que c'est votre dernier endroit. C'est le nouvel endroit à la mode pour apprendre de vous. D'accord? La logique derrière cela. La logique était que, après avoir passé de nombreuses années comme consultant, je me suis concentré sur le développement de l'entreprise et, idéalement, sur la satisfaction des clients. Ce serait mon espoir, mais cela a vraiment entravé ma créativité et ma capacité à simplement écrire ce que je veux sans me soucier d'offenser qui que ce soit. Et donc, quand j'ai pris ma retraite de mon ancienne entreprise, j'ai pensé que c'était maintenant l'occasion. Vous savez, maintenant je peux avoir ma propre opération qui s'appelle UX Tigers et je peux écrire ce que je veux. Et je ressens vraiment que j'ai une énorme montée de créativité que je n'ai pas, pour être honnête, eu ces dernières années. En partie parce qu'il y a tellement de nouvelles choses excitantes qui se passent que je peux analyser et dont je peux parler, mais c'est aussi en général parce que je n'ai plus ce fardeau administratif, qui honnêtement représente beaucoup de travail pour diriger une entreprise. C'est désormais une petite entreprise, le travail n'est pas énorme. Et donc je peux me concentrer sur le travail créatif, la production de nouveaux contenus, de nouvelles informations, de nouvelles perspectives, et aider, vous savez, je veux vraiment aider des millions d'utilisateurs à travers le monde. Et en faisant cela, des milliards d'utilisateurs à travers le monde, cela a toujours été ma mission. Et donc je pense que c'est ce que j'essaie vraiment de faire maintenant. Et sur quel type d'article écrivez-vous? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles choses excitantes dont vous parlez? Ouais. Eh bien, j'écris beaucoup sur l'intelligence artificielle parce que c'est le véritable boom qui se produit actuellement et un véritable changement, une véritable révolution. Et j'ai l'impression que si je compare avec d'autres révolutions durant ma carrière, je travaille maintenant dans l'expérience utilisateur depuis 41 ans. Ainsi, la première révolution a été celle de l'ordinateur personnel et de l'interface utilisateur graphique, comme dans Microsoft Windows ou Apple Macintosh, ce type de plateforme. Et c'était très différent des anciens mainframes et des interfaces basées sur le texte comme Disk Operating System ou Unix qui les précédaient. Très distincte. La suivante révolution fut celle de l'Internet englobant tous les sites web. Tout à coup, les gens pouvaient se connecter à des millions de différents lieux d'information. Aussi une grande révolution par rapport à simplement avoir votre PC avec seulement vos propres informations locales. Donc ce sont deux grandes révolutions. La troisième révolution est donc maintenant la révolution de l'IA. Et je pense que c'est une révolution plus grande que les deux autres, même si elles étaient grandes, je l'admets, elles étaient vraiment grandes, et les interfaces utilisateurs étaient très différentes après le PC qu'avant le PC, et aussi après le web par rapport à avant le web. Mais maintenant, le troisième changement, c'est l'IA.
Et je pense que c'est un changement plus fondamental. Ce n'est pas seulement une question de l'apparence des boutons sur l'écran, c'est important. Mais il est plus important que nous sommes maintenant. Je veux vraiment le comparer davantage à la révolution industrielle qu'à la révolution du PC. Donc, modifier l'économie, pas juste la manière dont nous utilisons les ordinateurs, bien que cela y contribue. Cependant, la révolution industrielle était une révolution des choses physiques, faite avec la puissance des machines plutôt qu'avec la puissance humaine, n'est-ce pas? Et la révolution de l'IA est la révolution du travail intellectuel effectué non seulement par le cerveau informatique biologique ou les cerveaux humains, mais par les ordinateurs. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est plutôt, je pense, pas nécessairement vraiment un grand travail, c'est similaire à l'invention de la machine à vapeur, et c'est une énorme chose. Et puis, je pense que vous savez qu'il va y avoir beaucoup d'innovations supplémentaires au cours des 10 prochaines années environ, similaires à, disons, pour revenir à la machine à vapeur. Eh bien, d'accord, quelqu'un invente une machine à vapeur. C'est une formidable invention. Quelques années après, quelqu'un envisage de placer une machine à vapeur sur des roues, de la faire rouler sur des rails pour créer une locomotive. Et c'est juste une autre innovation. Puis il y a comme 50 ou 100 ou des milliers, vraiment, d'autres innovations dans le monde physique, dans cet espace de fabrication. Et maintenant, je pense que c'est la même chose que nous allons obtenir dans l'espace intellectuel, qui, encore une fois, si vous pensez à l'économie mondiale d'aujourd'hui, le travail de connaissance est ce qui stimule l'économie. Et donc, avoir une révolution dans l'économie du savoir est absolument énorme. Et donc, je pense que l'IA, je l'appelle le chariot élévateur pour l'esprit. Elle nous élève. Et c'est un peu similaire à la révolution industrielle, avec un chariot élévateur dans l'entrepôt. Avant cela, pour travailler dans l'entrepôt, il fallait être un gars très fort pour soulever ses boîtes lourdes et les déplacer. Maintenant, tout le monde peut conduire un chariot élévateur. Il n'est pas nécessaire d'être très fort. Comme avec l'IA, il faut savoir ce que vous voulez réaliser. C'est une véritable révolution, ce qui m'excite énormément. C'est pourquoi j'ai écrit beaucoup d'articles sur UX Tigers à propos de ce grand changement. Je rédige désormais aussi des articles sur divers sujets, comme beaucoup d'éléments traditionnels de l'expérience utilisateur, tels que l'importance de l'utilisabilité et les 10 heuristiques d'utilisabilité, restent toujours très pertinents. Parce que l'IA ne fonctionne pas toute seule. Elle doit également être utilisable. Nous devons bien la concevoir. Alors j'écris aussi sur ces choses. Mais comment abordez-vous cette peur des designers de se sentir dépassés? De nombreux designers s'interrogent, serons-nous remplacés? Quel est votre avis sur la question? Oui. Eh bien, je pense que si vous êtes dépassé, vous serez remplacé. Et donc, votre objectif est de ne pas être dépassé. Et je pense que n'importe qui peut apprendre l'IA. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être un énorme scientifique et de connaître tous les détails de l'intérieur. Tout comme par le passé, vous n'aviez pas besoin de savoir comment, disons, Photoshop a été mis en œuvre ou comment Figma a été mis en œuvre pour utiliser ces outils. Donc, c'est juste un outil. C'est juste un outil très puissant. Et donc, vous devez comprendre comment utiliser l'outil dans ce cas pour le design. Ou dans un autre exemple, si vous êtes avocat, vous devez comprendre comment utiliser l'IA pour rédiger si vous faites un divorce pour quelqu'un ou si vous faites un testament pour quelqu'un. Il faut savoir utiliser l'IA et aussi quand ne pas l'utiliser, mais pour n'importe quel travail, vous devez savoir comment utiliser l'IA. Si vous ignorez comment utiliser l'IA, vous perdrez certainement votre travail, car ceux sachant utiliser l'IA seront environ 2 fois plus productifs. Je veux dire, les gains de productivité obtenus grâce à l'utilisation de l'IA sont incroyablement importants. Donc pour l'instant, ils sont plutôt de l'ordre de 40%, mais je prédis vraiment qu'ils augmenteront à environ 100% pour le travail de connaissance sur cette période de 10 ans dont je parle, parce que nous venons de commencer. Et donc, le premier design n'est jamais le meilleur design, et c'est une vieille leçon de l'expérience utilisateur, n'est-ce pas? On commence toujours par un élément simple, puis on l'itère et l'améliore. Et donc, je crois définitivement que la prochaine version et la version après celle-ci, elles vont toutes s'améliorer. Donc, nous constatons actuellement une hausse de productivité de 40%, ce qui est considérable. Si la personne A peut faire le travail 40% plus vite que la personne B, vous embauchez la personne A. Mais si la personne A peut le faire 2 fois plus vite que la personne B, il n'y a pas de discussion. Vous ne vous embêterez jamais à travailler avec la personne B. C'est pourquoi vous ne voulez pas être la personne B ici. Vous voulez être la personne A et vous ne pouvez pas. Il s'agit donc simplement de commencer maintenant. Donc, si vous craignez d'être dépassé parce que vous ne savez pas comment utiliser l'IA, vous commencez maintenant. Juste une fois le podcast écouté, mais une fois que vous avez terminé avec cela, allez tout de suite, connectez-vous à quelque chose comme ChatGPT ou Midjourney ou certains de ces outils et commencez à les utiliser tout de suite. Et bien sûr, la première fois que vous les utilisez, les résultats peuvent ne pas être si bons, mais c'est la même chose la première fois que vous utilisez n'importe quel autre outil.
Ne vous découragez pas. Cela requiert une certaine expérience et apprentissage, mais ils ne sont pas si difficiles à utiliser. Donc, si une personne B regarde cette vidéo et que cette personne ouvre ChatGPT ou Journey, quelle devrait être la prochaine étape? Comment peuvent-ils s'entraîner à utiliser l'IA dans leur travail quotidien? Je pense que vous commencez petit, et donc vous commencez maintenant. Commencez petit, commencez maintenant, c'est mon slogan dans cette situation, parce que si vous voulez commencer avec un projet énormément grand, c'est une chose effrayante. Et il y a beaucoup de barrières pour réaliser un projet complet avec le soutien de l'IA, mais vous pouvez faire un petit projet. Et quand je dis projet, je ne veux même pas dire un projet en tant que tel. Je veux dire des choses comme si vous faites, disons, une présentation, vous pouvez aller chercher, disons, 10 suggestions différentes pour le titre ou pour différents points de la présentation PowerPoint. Ou si vous allez faire, disons, un scénario, vous savez, aller à mi-parcours et dites « Donnez-moi comme 10 images différentes de cette chose ». Et puis encore, la plupart du temps, ce sera mauvais. C'est l'une des leçons de l'IA, c'est que la qualité est très variable, mais c'est OK. Nous devons aimer embrasser le hasard et la nature probabiliste de l'IA parce que cela signifie que vous demandez simplement 10 choses. Si vous collaborez avec un humain, un illustrateur ou un rédacteur, vous ne pouvez pas simplement demander « Donnez-moi 10, 20 ou 50 titres ou illustrations différentes pour une seule chose ». Je veux dire, les coûts seraient affreux. Mais avec l'IA, vous tapez simplement « Donnez-moi 10 titres » ou vous pourriez en fait simplement dire « Donnez-moi 20 titres ». Cela vous coûte la même chose d'écrire 10 ou 20. Il faut 2 secondes de plus à l'IA et vous avez 20 idées. Sur ces 20 idées, probablement la moitié peuvent être immédiatement rejetées comme mauvaises. L'autre moitié sont une inspiration. C'est là que vous obtenez de nouvelles idées. Donc, l'IA, parce qu'elle le fait, elle étire, je dirais, elle étire votre créativité. Parfois, elle l'étire de manières qui sont simplement évidemment stupides, qui devraient être rejetées. Parfois, elle prend des directions étranges, réussies ou non. Parfois, elle se dirige simplement vers des directions bénéfiques. Donc, vous ne savez pas à l'avance, c'est pourquoi vous demandez des idées. L'idéation est gratuite. L'idéation est gratuite. Ce n'était pas le cas. Il était coûteux de trouver de nombreuses idées, car cela prend beaucoup de temps pour y réfléchir ensuite. Quand vous commencez à réfléchir, vous suivez souvent ce chemin. Mais je vais simplement boum, 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 boum dans toutes les directions différentes, et cela stimule énormément la créativité. Mais parce que vous devriez commencer à faire. Vous commencez par faire quelque chose de petit. Cela pourrait aussi être comme si vous écriviez un email important. Donnez-moi 20 lignes de sujet pour cet email. Vous choisissez le meilleur, plutôt que de l'écrire vous-même. Donc, ces petites choses. Vous pouvez également l'utiliser dans votre vie personnelle. Comme l'un de mes bons amis, Sarah Gibbons a inventé ce concept, que vous pouvez simplement l'utiliser pour obtenir des idées de films à regarder le soir, ou d'autres choses qui ne sont pas si importantes, mais juste là où vous pouvez exercer cette créativité. Et essayer simplement différentes idées. Vous pouvez donc faire cela dans votre vie personnelle, où le risque n'est pas si grand. Vous pouvez également utiliser dans votre vie professionnelle pour de petites choses où là encore le risque n'est pas si grand. Puis la semaine prochaine, vous montez en échelle et vous faites quelque chose d'un peu plus grand. La semaine prochaine, vous pourriez commencer à réaliser de véritables projets professionnels ou de conception. Pour quelqu'un expérimenté, l'IA peut assister en tant que copilote. Mais il y a beaucoup d'étudiants débutants qui voient l'IA comme un raccourci. Pensez-vous que se fier trop à l'IA au début de leur carrière les rendra paresseux ou moins créatifs? Probablement, je veux dire, bien sûr, il y a toujours un risque, n'est-ce pas? Et le risque est principalement si vous n'engagez pas votre propre créativité humaine, votre propre jugement humain. Parce que le jugement devient en fait plus important lorsque vous avez beaucoup d'idées parmi lesquelles choisir. Car comment faites-vous ce choix? Donc la chose paresseuse à faire est de demander simplement à Chat Generative Pre-Training Transformer, vous savez, faites cette page web pour moi ou écrivez cet article pour moi. C'est certainement paresseux et vous obtiendrez quelque chose de raisonnablement bon de cette façon. Cela parce que cela a une qualité décente. Déjà, et l'année prochaine, il aura une meilleure qualité. Mais le point est que ce n'est pas la façon de le faire. La façon de le faire est de décomposer le projet en petites parties. Demandez beaucoup d'idées différentes et choisissez les meilleures et assemblez-les. Toi-même, et si les gens font ça, je veux dire moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'analogies du passé. Si vous donnez aux étudiants un outil, ce n'est pas mauvais. Donc, par exemple, la calculatrice. Maintenant, je suis assez vieux pour savoir des choses comme ça, la calculatrice. Quand j'étais au lycée, il y avait un débat, il y avait littéralement un débat sur le fait que c'était bon ou mauvais pour les lycéens d'avoir une calculatrice. Est-ce que cela les empêcherait plus tard de faire des calculs par eux-mêmes? Et dans un certain sens, c'est ce qui s'est passé. Parce que vous n'êtes probablement pas.
Aujourd'hui, les étudiants ne sont probablement pas aussi bons pour faire des multiplications de chiffres à 5 chiffres dans leur tête ou des choses comme ça qu'ils l'étaient peut-être il y a 80 ans, disons, avant mon époque. Il y a 80 ans, ils étaient peut-être meilleurs, mais selon mon expérience, l'usage d'une calculatrice ne m'a pas affaibli en maths, ce qui est crucial. Ou à comprendre les grands nombres par rapport aux petits nombres, ou si nous prenons un exemple d'entreprise, vous devez comprendre combien vous objectez votre budget. Ou cette entreprise gagne beaucoup d'argent. Ou gagne-t-elle un peu d'argent? Devrais-je annuler ce projet parce qu'il ne rapporte pas beaucoup d'argent? Eh bien, ce type de compréhension des grandeurs, ce qui est grand, ce qui est petit, et les relations, et si je reçois cet argent par mois, combien je reçois par an? Eh bien, peut-être que vous ne pouvez plus le multiplier par 12 dans votre tête, mais alors vous pouvez le faire dans Excel. C'est le but de l'ordinateur. Et pour cette partie mécanique du calcul, comprendre ce que signifient les chiffres est la responsabilité de l'homme. Et j'ai l'impression que vous avez en réalité plus de capacité à comprendre les chiffres en ne passant pas votre temps. Cela prend beaucoup de temps pour faire ce calcul à la main. Donc ce n'est pas nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire pendant 50 ans, vous savez, depuis que j'étais un enfant. Et je pense que c'est similaire ici. Vous recevez des outils numériques, ils accompliront des tâches autrefois manuelles. Cela ne signifie pas que l'utilisation des outils informatiques vous rend paresseux. Cela vous rend intelligent. Vous savez, c'est simplement le concept de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Et je pense que c'est exactement un exemple de cela. Cela va-t-il également modifier le fonctionnement des écoles de design et l'éducation en design en général? Oh, cela devrait absolument l'être. Je dirais même qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une école de design qui ne vous apprend pas à utiliser correctement l'IA, vous êtes dans une mauvaise école de design. C'est similaire à s'il disait que vous ne pouvez jamais utiliser un outil informatique pour créer des graphiques. Vous devez tout dessiner à la main et à la règle et avec différents crayons et choses comme ça. Je suis sûr qu'il est en fait bon de faire certains projets que vous faites uniquement à la main pour en avoir une certaine sensation, mais cela ne devrait pas être la norme. Ce ne devrait pas constituer votre activité principale. Si une école de design interdisait l'utilisation d'outils numériques pour créer des images, ce serait comme revenir au lycée. Ils disent que vous ne pouvez pas utiliser une calculatrice pour traiter les chiffres. Est-ce le même point que vous voulez utiliser les outils qui vous rendent puissants et qui éliminent le travail ingrat? Et il y a en fait un excellent exemple de cela, non pas en design en tant que tel, mais plutôt en programmation ou en mise en œuvre, car les études ont été faites sur le copilote pour GitHub. Ils montrent en fait que les programmeurs qui utilisent cet outil d'IA, deux choses. Tout d'abord, ils sont beaucoup plus productifs. En fait, c'est là que les gains de productivité dépassent les 100%. Ainsi, les gens créent plus de 2 fois plus de code dans le même laps de temps avec cet outil d'IA. Hypothétiquement, vous pourriez dire, mais cela signifierait que ces pauvres programmeurs se sentent maintenant très harcelés et déprimés. Donc leurs travaux sont plus rapides, et ils n'ont pas le temps de penser le contraire. Cela les libère de tout ce travail ingrat et de la partie de codage de bas niveau. Cela signifie qu'ils peuvent envisager la vue d'ensemble. Cela signifie qu'ils sont ce qu'on appelle dans le flux, qui est une sorte de chose psychologique que je suis créatif. C'est un type de créativité différent d'être un programmeur, mais c'est absolument créatif. Donc, cela vous met dans ce mode où vous faites simplement avancer les choses, pas quand vous essayez de comprendre, y a-t-il 3 ou 4 paramètres? Faut-il mettre une virgule ou un point-virgule ici? Allons, les programmeurs talentueux ne devraient pas perdre leur temps sur ça. Et donc, ce sont des données empiriques qui veulent savoir à quel point les gens sont heureux. Il n'y a qu'une façon de le découvrir, c'est de leur demander. Alors, êtes-vous satisfait? Et donc, les scores de satisfaction au travail sont plus élevés lorsque les gens produisent réellement plus, parce que l'IA élimine le travail ingrat. Les focaliser sur le travail créatif de haut niveau. Ces données proviennent de programmeurs, mais elles sont similaires dans d'autres domaines. Je peux même le ressentir moi-même, que je me sens plus heureux, de plus en plus heureux, plus amusant, quand je peux faire bouger les choses et les faire arriver, et que je peux penser à ces choses de grande envergure, pas à ce travail de base ou comment écrire ce mot ou ce genre de choses qui sont de bas niveau. Ok, un autre exemple. Les gens sont-ils paresseux parce qu'ils ont un correcteur orthographique plutôt que vous savez devoir aller chercher dans un dictionnaire comment un mot est orthographié? Ils écrivent simplement plus vite. Ils écrivent en fait mieux parce qu'ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils veulent dire, pas sur comment aller chercher un mot dans un livre. Cela prend 10 fois plus de temps que l'ordinateur ne le fait pour eux. C'est captivant. Votre optimisme est appréciable, car je crois que c'est la bonne voie. Cependant, monsieur, nombreux designers autodidactes de notre communauté n'ont pas assez de ressources pour investir dans des cours ou écoles de design. Comment un tel designer devrait-il s'instruire, particulièrement quand il est déjà anxieux d'apprendre seul le design et maintenant l'IA également? Comment va-t-il gérer tout cela?
Eh bien, je veux dire, je pense que vous apprenez les deux choses ensemble. Et la chance avec l'IA, c'est que les outils sont actuellement relativement bon marché, donc les gens peuvent réellement les acheter pour eux-mêmes. Et il y a même des versions gratuites. Donc, je dois dire que si vous pouvez vous le permettre, en ce moment, cela coûte environ 20 $ par mois, ce qui je sais dans certains pays est beaucoup d'argent. Mais si vous pouvez vous permettre ces 20 $, cela en vaut vraiment la peine. Si vous ne pouvez pas payer, il y a une version gratuite. Cependant, elle n'est pas aussi bonne. Il faut juste le dire, elle n'est pas aussi bonne avec la version gratuite. Il y a une raison pour laquelle ils font payer pour Generative Pre-Training Transformer 4 et offrent gratuitement la 3,5. 4 est meilleure que 3,5, ce n'est pas juste un jeu de nombres. Elle est réellement meilleure, mais je pense que vous apprenez en le faisant. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Eh bien, il y a une théorie si vous voulez être un scientifique en IA et inventer, vous savez, un GPT-5, c'est beaucoup de théories compliquées. Mais si vous voulez juste les utiliser, il n'y a pas vraiment beaucoup de théorie à cela. Je veux dire, vous comprenez un peu ce qu'on appelle le prompting et comment vous décrivez ce que vous voulez. Mais peut-être que vous essayez simplement, vous dites « donnez-moi ceci ». Et si vous obtenez quelque chose en retour qui n'est pas ce que vous vouliez, vous changez la façon dont vous communiquez avec cet outil. EC. Donc c'est un outil de langage naturel, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de compétence dans la façon dont vous communiquez avec lui. Je veux dire que vous devez toujours comprendre quelle est la bonne façon de demander des choses, quelle est la mauvaise façon de demander des choses, quelles sont les choses que vous pouvez réellement demander comme vous pouvez demander Dix. Est-il créé simplement Dix versions différentes ou vous pouvez dire donnez-moi Dix versions très différentes et alors elles deviennent plus différentes ou vous pouvez prendre quelque chose comme ça dire bien le rendre plus quelle que soit la direction que vous voulez prendre et il créera une nouvelle version qui se déplace dans la direction que vous lui demandez, et donc celles-ci sont relativement faciles. En termes de, je dirais, la mise en œuvre, en termes de juste le faire, c'est juste taper quelques mots. Je veux dire cependant que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très éloquents et qui ne sont pas très doués en langue. Mais pour les gens, je veux dire, en particulier, je pense que les designers ont cette capacité innée à imaginer des choses, et puis je l'ai dans mon cerveau. Mais comment devrait-il être dans le monde? Donc, cette transition entre votre cerveau et le monde est quelque chose que les designers maîtrisent naturellement. Mais vous devez être capable de dire ce que vous visez parce qu'il ne peut pas lire dans les pensées, du moins pas encore. Donc, dites-lui ce que vous voulez, mais vous n'avez pas à lui dire ce que vous voulez dans une syntaxe obscure comme avec les anciens ordinateurs. Je veux dire, vous lui dites simplement en langage naturel. Donc, ce n'est pas si compliqué et vous essayez simplement. Et si vous échouez, alors quoi? Vous essayez simplement à nouveau. Et je pense la beauté de l'IA, c'est qu'elle encourage l'expérimentation. Elle encourage beaucoup de variabilité et de différentes versions, et je dirais l'idéation. Alors, essayez-le vraiment. Si vous avez un produit ou devez créer quelque chose, faites-le avec l'IA. Pensez à l'IA comme étant comme un assistant. Et bien sûr, la plupart des étudiants ne peuvent pas se permettre d'embaucher un assistant pour travailler avec eux. Et c'est ce que vous faites si vous êtes comme un directeur artistique ou un gestionnaire de studio ou quelque chose comme ça. Si vous êtes simplement une personne débutante, vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher quelqu'un pour vous aider. Mais vous pouvez certainement vous permettre d'embaucher une IA pour vous aider. L'IA n'est pas aussi compétente qu'un expert hautement qualifié ayant des années d'expérience. C'est encore très tôt, nous sommes toujours au premier stade. Mais l'IA peut faire étonnamment beaucoup pour vous. Donc je recommanderais cela, que vous apprenez en faisant. N'apprenez pas en étudiant. Je veux dire, vous pouvez certainement lire des articles en ligne qui recommandent de faire diverses choses. Je sais que j'ai rédigé certains de ces articles moi-même et beaucoup d'autres ont été écrits par d'autres sur l'utilisation de l'IA. Et ça vaut la peine de passer du temps à lire certaines de ces choses. Je dirais certainement cela. Mais je pense que la chose la plus bénéfique à faire est simplement de passer votre temps à pratiquer ou à faire et ensuite vous apprenez de cela. Ensuite, vous vous améliorez. Et ensuite, vous utilisez également vos propres idées. Parce qu'ensuite, vous commencez à penser « je pourrais l'utiliser pour ça ». Et cela pourrait être quelque chose de nouveau que personne d'autre n'a fait dans le passé. Mais vous avez cette idée. Mais vous n'allez pas avoir l'idée de quelque chose d'avancé si vous n'avez pas fait sorte de choses de début en premier. Vous commencez petit, mais commencez maintenant, et ensuite vous développez progressivement votre expertise. Aussi, à mesure que les outils s'améliorent, l'année prochaine, ils seront capables de faire bien plus qu'actuellement. Et vous serez alors prêt à profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Parce que vous comprenez déjà les fonctionnalités de base, car cette année, vous apprendrez les fonctionnalités de base. L'année prochaine, vous apprendrez les fonctionnalités avancées. Avant de poursuivre, voici les leçons que nous avons tirées jusqu'ici. La révolution de l'IA est probablement plus grande que l'invention du PC et de l'Internet. La révolution industrielle a remplacé beaucoup d'efforts manuels humains. Les PC aident les gens à exécuter plus rapidement et à grande échelle. Internet a rendu la communication plus rapide que jamais. Personne ne sait vraiment ce que l'IA nous apportera à long terme,
Mais sans aucun doute, c'est un énorme changeur de tendance. Ensuite, les designers qui comprennent bien leur sujet et se tiennent à jour ne seront jamais remplacés. Si vous vous concentrez trop sur l'exécution plutôt que sur l'idéation, vous risquez fortement de devenir obsolète. Même aujourd'hui, un grand designer se concentre également sur des compétences complémentaires comme l'affinement de l'énoncé du problème, la priorisation des bonnes questions et ensuite la vente d'idées aux parties prenantes. Votre appel à l'action est de commencer à apprendre comment utiliser l'IA. Nous avons déjà lancé plusieurs masterclass gratuites sur notre chaîne et comment inciter à participer. Ensuite, utilisez l'IA pour votre premier brouillon et non le dernier. Construisez sur ce que l'IA vous donne. La plupart des gens s'attendent à ce que l'IA soit super intelligente et parfaite. Vous ne pouvez pas voir l'IA comme un remplacement intelligent. Voyez-le comme un stagiaire qui est légèrement ivre. C'est votre travail de valider les résultats donnés par l'IA. Au final, c'est votre responsabilité de filtrer tout le superflu et de construire sur ce que l'IA vous donne. Ensuite, l'IA ne vous rendra paresseux que si vous arrêtez d'utiliser votre créativité et votre jugement humain. Vous ne pouvez pas demander à l'IA de construire votre produit de bout en bout. Vous devez l'utiliser pour l'orientation, la direction et les signaux. L'IA est excellente pour trouver des modèles, mais c'est votre propre jugement qui décidera quels modèles sont pertinents pour vos clients. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'IA peut faire. Il est également important de comprendre ce que l'IA ne peut pas faire. Ensuite, n'apprenez pas seulement en étudiant la théorie, apprenez en faisant. Assurez-vous toujours de mettre en pratique ce que vous apprenez et de documenter tous vos apprentissages. Vous pourrez télécharger gratuitement un PDF de ces notes via le lien dans la description. Maintenant, retournons à l'épisode. Y a-t-il des exemples de bonnes incitations ou techniques d'incitation que vous utilisez dans votre processus de conception? Oui, je pense que les deux que je recommanderais vraiment sont tout d'abord de demander beaucoup. Je dis généralement 10, mais vous pourriez facilement demander 20 aussi, mais ne demandez pas seulement 2. Demandez 10, ne demandez pas beaucoup de versions de ce que vous faites. Que je recommanderais vraiment sont tout d'abord de demander beaucoup. Je dis généralement 10, mais vous pourriez facilement demander 20 aussi, mais ne demandez pas seulement oui. Je pense que les deux que je recommanderais vraiment sont tout d'abord de demander beaucoup. Je dis généralement 10, mais vous pourriez facilement demander 20 aussi. Mais ne demandez pas seulement 2, demandez 10. Ne demandez pas beaucoup de versions de ce que vous faites. Demandez 10, ne demandez pas beaucoup de versions de ce que vous faites. Et puis le second, je veux aussi encourager à demander, j'ai tendance à dire très variable, mais si vous faites comme de l'art, je dis comme le large spectre de style artistique. Alors, vous pourriez dire, je veux le minimiser, faire comme un dessin animé, une satire comique. Je veux faire de l'art monochrome, de l'art en ligne. Je veux faire comme une peinture. Vous obtenez des idées de cela dès que vous commencez à travailler avec. Mais au début, je dis, ne vous enfermez pas pour être large. Soyez pourquoi? Parce que c'est l'une des choses que l'IA soutient vraiment. Et encore une fois, en revenant à l'exemple de si vous deviez le faire avec un humain, très rarement vous pouvez embaucher un très bon illustrateur qui peut à la fois faire comme une peinture à l'huile et la mettre sur une peinture à l'huile en 10 secondes, et aussi un bon dessin éditorial comme vous le voyez dans le journal, et un bon style photographique hyper réaliste. Mais pour l'IA, elle peut faire ces 3 types d'images en une seule invite. Vous demandez simplement 3 styles et ils arrivent. C'est très, très cool. Demandez pour beaucoup aussi. Oui, beaucoup d'étudiants dans notre communauté sont toujours inquiets de se démarquer. Ils disent que si l'IA entre, la compétition explosera. Qu'est-ce qui fait un très bon designer UX? Quelles sont certaines compétences et modèles mentaux que les étudiants devraient pratiquer à l'avenir? Oh, exactement. Vous savez, l'IA ne résout pas le vrai problème de l'expérience utilisateur qui est de déterminer ce qui devrait être fait. Comment aider les utilisateurs? Et vous savez, on ne découvre pas comment aider les utilisateurs en leur demandant « Que voulez-vous ?» parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi ils ne sont pas le concepteur. C'est donc notre travail de découvrir comment les aider. Les utilisateurs sont experts en tant qu'utilisateurs, dans l'exécution de leur propre travail. Vous pouvez donc observer les gens faire leur travail et voir où ils échouent. Vous pouvez identifier leurs solutions de contournement inefficaces et suggérer une fonctionnalité qui résoudra cela, économisant ainsi 1 heure de travail. C'est donc une perspicacité qu'un humain peut avoir. Ensuite, vous savez, l'IA peut beaucoup aider avec les détails et les spécificités de cette conception. Oui, notre tâche principale est de déterminer ce qui doit être fait. C'est la partie la plus compliquée de l'UX. C'est là où vous excellez vraiment. Une solution excellente surpasse une solution superficielle. Vous pouvez toujours opter pour une solution de surface qui utilise ce que nous avons déjà fait, ajoute quelques boutons et propose un schéma de couleurs plus plaisant. Mais ce n'est pas une percée fondamentale en matière d'utilisabilité. Cela nécessite une meilleure compréhension.
Vous pouvez tout à coup simplifier les choses, de cette complexité à cette simplicité. Et une fois que vous avez cela, c'est soi-disant évident parce que bien sûr c'est la solution. C'est clairement la solution une fois que quelqu'un l'a créé, conçu. Mais avant que cela ne se produise, ce n'était pas évident comme le prouve le fait qu'il y a tellement d'autres personnes qui ont conçu ce problème de manière plus compliquée. Et c'est là que vous pouvez vraiment vous démarquer. Vous pouvez vous démarquer en comprenant vraiment les problèmes des utilisateurs, en allant à l'essentiel pour les résoudre, je veux dire, c'est plus de simplicité. Ce sont quelques-uns des slogans importants de l'expérience utilisateur. C'est toujours le cas. Plus de fonctionnalités peuvent toujours être ajoutées. C'était beaucoup de travail de programmation, mais maintenant encore, les programmeurs sont 2 fois plus productifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, ajouter plus de fonctionnalités n'est pas un facteur de différenciation réelle, mais avoir des fonctionnalités simples. De plus, si un produit a de nombreuses fonctionnalités, mais que les gens ne savent pas comment les utiliser, ces fonctionnalités pourraient aussi bien être inexistantes. Donc, beaucoup de fonctionnalités compliquées ne font de bien à personne, mais des fonctionnalités simples, et cela rend vraiment la vie meilleure et plus facile pour les utilisateurs. C'est maintenant une question de beauté. Bien sûr, vous voulez aussi l'embellir et respecter d'autres critères. Je veux dire, il y a beaucoup de critères. Concevoir une interface utilisateur n'est pas aussi facile que cela pourrait paraître. D'une certaine manière, la conception de l'interface utilisateur est plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était, disons, il y a 40 ans, parce que nous avons beaucoup plus de meilleures pratiques et de directives, et juste des choses que nous connaissons. Vous n'avez pas besoin d'inventer tout de zéro. Dans ce sens, c'est plus facile. Mais dans un autre sens, c'est plus difficile parce que la barre a été relevée. La demande de qualité de l'utilisateur a considérablement augmenté. Je veux dire, les produits qui se sont réellement bien vendus. Il y a 40 ans, s'ils sortaient aujourd'hui, personne n'en voudrait. Ils étaient vraiment terribles. C'était simplement les meilleurs que nous avions à l'époque, et donc les gens les utilisaient. Leur qualité s'est grandement améliorée. Et c'est une chose que je peux dire qui est en fait une conclusion heureuse que j'ai pour ma carrière. Je fais de l'expérience utilisateur depuis 41 ans, et donc il y a 41 ans, les ordinateurs étaient vraiment terribles. Et il y a 20 ans, ils étaient mauvais, mais pas si terribles. Et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas parfaits, mais ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils l'étaient. Il y a donc eu une nette amélioration de la qualité. Et je m'attends certainement à ce que cela continue. Et je pense que c'est un autre résultat heureux de ce point sur l'IA, car lorsque nous pouvons améliorer la productivité, et j'ai parlé de la productivité des concepteurs et des programmeurs, cela signifie que nous pouvons avoir plus de design, un design plus perspicace. Nous pouvons essayer plus de choses, rejeter les mauvaises, faire les bonnes. Et nous pouvons avoir nos collègues, qui sont les développeurs, peuvent réellement réaliser ces choses qui auraient pu être trop compliquées pour eux à faire dans le passé. Et ainsi, une productivité accrue conduit à une qualité accrue pour les utilisateurs finaux. Et encore une fois, c'est notre objectif ultime. Notre objectif ultime est de sauver l'humanité de l'oppression des ordinateurs. Nous voulons donc que la technologie s'adapte aux humains et non que les humains s'adaptent à la technologie. Et c'est très difficile car les deux sont très différents. Je veux dire, les ordinateurs fonctionnent si différemment des humains et c'est pourquoi nous avons tous ces problèmes de conception. Et tellement de travail et tous une bonne expérience utilisateur. Mais plus nous pouvons être productifs, plus nous pouvons nous rapprocher de cet idéal. Je dis approcher car je ne crois pas que nous aurons l'interface utilisateur idéale même dans 20 ans, mais nous aurons mieux que ce que nous avons maintenant. Et vous êtes dans le jeu depuis 41 ans? Oui, absolument, et c'était mauvais à l'époque, je vous le dis. Quiconque écoute cela, qui n'est pas aussi vieux que moi, peut simplement être heureux de ne pas avoir été dans l'informatique il y a 41 ans. Franchement, les ordinateurs centraux étaient tellement terribles et oppressants, je n'imagine pas comment on les utilisait. Et je suppose qu'ils les utilisaient parce qu'ils devaient, parce que c'était la seule chose qu'ils avaient. Mais c'était très oppressant, très désagréable. C'est en fait pour cela que je me suis intéressé à l'utilisabilité en premier lieu, parce que j'étudiais l'informatique à l'université. Et mon expérience était que ces gros ordinateurs coûteux, vous savez, qui étaient les meilleurs qu'ils avaient à l'époque, ils les avaient dans le département d'informatique. Ils étaient si désagréables à utiliser. Et je me suis dit, eh bien, il doit être possible de créer quelque chose de plus joyeux, plus agréable, plus humain, plus orienté vers les utilisateurs. Et c'était certainement possible, même avec la technologie de l'époque. On pouvait faire un meilleur design que ce qui était la norme, que la plupart des gens utilisaient de mauvais logiciels. Nous avons aussi connu de nombreuses avancées technologiques durant ces 41 années, et les interfaces utilisateurs graphiques sont tout simplement meilleures que les interfaces utilisateurs de mainframe. C'est un design atroce. Vous pouvez certes créer une interface utilisateur graphique désastreuse, mais une bonne offre bien des avantages pour visualiser des informations plutôt que de demander aux utilisateurs de mémoriser et de les saisir correctement.
Nous avons donc eu beaucoup d'avancées technologiques qui nous ont aidés à créer de meilleures interfaces utilisateurs, mais nous avons également eu beaucoup d'avancées dans notre compréhension de ce qui fait un bon ou un mauvais design en interaction. Parce que la conception d'interaction est très différente de la conception d'objets statiques. Et c'était une grosse erreur. Je pense que les gens ont fait au début du web, ils pensaient « Oh, maintenant, nous pouvons en quelque sorte communiquer avec nos clients. » Comme voici une page web. Et puis, ils ont pensé que nous ferons ressembler la page web à une page de magazine. Et cela ne fonctionne absolument pas. Parce que la page de magazine, on la regarde simplement. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit avec cette page de magazine. Que ce soit un article sur la publicité, dans les deux cas, vous ne faites rien. Vous n'avez pas à prendre d'autres décisions que de tourner la page. Ce qui est une interface utilisateur très simple, continuez à tourner la page. Bien sûr, nous savons tous sur le web, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez cliquer là, vous pouvez taper pour rechercher, vous pouvez faire 50 autres choses, et très rapidement, vous êtes complètement perdu si c'est mal conçu et vous ne faites rien sur ce site web. En réalité, de nombreuses études d'utilisabilité montrent simplement que les utilisateurs partent. Si un site web est difficile à utiliser, ils partent. Et c'est une autre chose qui est différente si vous avez, disons, un magasin. Car autrefois, c'était l'époque des bons vieux magazines imprimés. Donc, vous aviez acheté et payé pour cela et vous êtes peut-être allé à un kiosque à journaux pour l'acheter et ensuite le ramener à la maison, ou peut-être qu'il est arrivé par courrier dans tous les cas, vous aviez cette optique dans votre main. Et cela signifiait que obtenir un autre magazine à la place serait une chose compliquée et aussi coûteuse à faire. En revanche, je consulte cette page web. Eh bien, si cela ne me plaît pas, je clique sur le bouton retour et maintenant, je suis de retour à quelque chose comme Google. Il y a une liste de 10 choses, 9 autres. Un autre clic et je vais là-bas à la place. Et donc la situation de l'utilisateur est complètement différente en plus de cette surcharge d'interaction pour comprendre quoi faire. Donc la barrière pour aller cliquer ailleurs est très basse en ligne. Elle était très élevée en impression. Et d'autre part, la complexité de comprendre comment l'utiliser est élevée sur l'ordinateur et faible en impression. Cela modifie grandement votre façon de concevoir. Je peux certainement l'expliquer en chemin. Cela semble évident, mais en réalité ça ne l'était pas. Peut-être il y a 25 ans, ou à peu près quand le web a commencé, et les gens ont créé beaucoup de très mauvais sites web. Je veux dire, comme cet exemple, tu nous as appris beaucoup de lois, non? Et tout le monde est d'accord avec eux. Mais y a-t-il des opinions qui vont à l'encontre des probabilités normales? Comme, y a-t-il des choses en lesquelles tu crois et que tout le monde dit « non, ce n'est pas vrai » ? Eh bien, il y a certainement eu des cas comme ça au fil des ans. Et encore, si nous revenons à certaines des premières années du web, j'étais un très grand défenseur de la rapidité des choses. Donc, réponse très rapide. Le temps pour obtenir une réponse après avoir cliqué ne devrait pas dépasser 1 seconde, pour que les gens aient l'impression de naviguer librement sur le site. Et au premier jour, quand les gens avaient ces modems à composition, cela signifiait que vous pouviez avoir très peu de graphiques. Et beaucoup de designers étaient très opposés à cela. Perspicacité, je viens de dire que c'était une perspicacité basée sur l'observation des humains, et c'est un comportement humain que nous voulons que les choses soient rapides. Aujourd'hui, nous pouvons les obtenir rapidement, même si ensuite vous avez un autre problème qui est que parfois le serveur est lent. Ce n'est pas vraiment une grande image. C'est plutôt que l'ordinateur à l'autre bout prend son temps avant de le livrer. Et c'est aussi un problème avec certains des services d'IA. Certains d'entre eux sont assez rapides comme le chat, tout pour tous, et d'autres prennent beaucoup de temps pour livrer ce que vous voulez. Et c'est très désagréable. Ainsi, les temps de réponse sont une règle éternelle car ils dépendent de la condition humaine, non de l'ordinateur, et de la rapidité avec laquelle les gens veulent que les choses se passent pour eux afin de se sentir à l'aise et agréable. Il y avait donc beaucoup d'opposition à mes idées il y a 25 ans. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart ont d'une certaine manière accepté cela. Mais ensuite, parfois l'histoire se répète. Parce que je dis actuellement que, vous savez, il ne suffit pas d'utiliser le langage naturel en IA. Certaines personnes disent « Oh, c'est juste parce que c'est du chat, vous pouvez taper et il n'y a pas de problème d'utilisabilité. » Mais ce n'est pas vrai, car cela soulève une autre question, à savoir que devrais-je taper? Quoi dire? On en a déjà parlé, tu dois comprendre et savoir ce que tu peux dire à l'IA, ce qui est censé et ce qui ne l'est pas. Et donc il y a une barrière d'articulation à surmonter, qui est tout aussi sérieuse que les autres obstacles à l'utilisabilité. C'est juste quelque chose qui est un nouveau type de barrière, et donc beaucoup de gens dans le domaine de l'IA, ne reconnaissent pas que c'est si sérieux. Et encore une fois, pourquoi ne le reconnaissent-ils pas? Car ils ne sont pas des utilisateurs typiques. Je veux dire, pour être un scientifique en IA, il faut probablement être dans le top 1% ou quelque chose comme ça de la population en termes de capacité intellectuelle. Et donc, si vous avez un QI très élevé, cela s'accompagne, vous savez, d'être bon pour décrire les choses, expliquer les choses et écrire des choses. Mais 99%, c'est par définition la population hors du top 1%.
Et donc, vous avez beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Et c'est quelque chose que nous devons expliquer et vraiment, vraiment rendre plus clair parce que c'est très normal que les gens prennent leur propre expérience comme caractéristique de l'expérience utilisateur. Parce qu'après tout, vous savez, je suis un humain, je suis un utilisateur. Si ça me plaît, ça doit être bon. Non, ce sera bon pour des personnes comme vous. Mais si vous faites partie des 1% d'exception de la population, ça ne va pas se généraliser. Et c'est quelque chose qui est si profondément ancré dans l'expérience utilisateur, les gens, parce que c'est quelque chose que nous avons appris dès le début, que vous n'êtes pas l'utilisateur. Nous devons étudier les véritables personnes, les clients qui utilisent notre produit. Mais pour beaucoup d'autres personnes, vous savez, comme les programmeurs ou les personnes qui ont créé ces entreprises d'IA parce qu'ils sont de brillants scientifiques en IA et des choses comme ça, ils n'ont pas appris ces leçons. Et donc, c'est maintenant notre travail de vraiment communiquer cela et de leur faire comprendre. Et donc, en ce moment, c'est peut-être un peu un message impopulaire pour certaines personnes à qui je dis, eh bien, vous savez, vous auriez honnêtement beaucoup de problèmes d'utilisabilité évidents que nous pouvons trouver en une journée de test d'utilisabilité. C'est pour certaines des plus grandes entreprises qui font des erreurs qu'un expert en UX, je ne dirais même pas un expert de classe mondiale, juste un expert normal peut trouver en une journée parce qu'elles sont si flagrantes. Et donc, pour moi, c'est très dérangeant, mais c'est honnêtement juste l'histoire qui se répète. Donc, c'est toujours comme ça que je devrais m'attendre. Une nouvelle technologie sort et au début, vous obtenez beaucoup de mauvais design mis en œuvre avec cette technologie. C'est toujours comme ça que ça a été. Sans la question suivante ne vient pas du public, mais de moi et de mon équipe. Donc, nous avons éduqué des étudiants indiens et des étudiants à l'étranger sur l'IA et le design et je voulais obtenir des suggestions de votre part sur les sujets que nous devrions enseigner à nos étudiants maintenant. Comme, quelles sont certaines choses que je devrais apprendre, que mon équipe devrait apprendre, afin que, vous savez, ces choses super, super importantes que tout le monde devrait apprendre? Oui, eh bien, je veux dire, il y a sorte de deux choses, non? Là, il y a ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et ils sont tous les deux importants, en fait, parce que certaines des choses que l'IA ne peut pas faire, que je vois certaines personnes essayer de le faire, et de simuler en quelque sorte les utilisateurs. Et vous n'avez jamais à regarder un vrai client, mais vous demandez simplement à l'IA que feraient les gens dans cette situation. Dans ce cas, c'est une supposition. Et la raison pour laquelle nous faisons de la recherche utilisateur est que les humains sont extrêmement imprévisibles. Et vous savez, j'avais toujours l'habitude de dire que si vous faites une étude et que vous n'avez pas de surprise, cela montre que vous avez mal fait l'étude parce qu'il y a toujours des surprises. Je veux dire, on ne peut jamais prévoir parfaitement ce qui va se passer lors d'une rencontre avec de vrais humains. Donc ça, je pense, est l'exemple de ce que l'IA fait de mal. L'IA a des défauts, comme les prétendues hallucinations dont on parle, qui ne me semblent pas être un gros souci. J'en ai même expérimenté sur moi-même. Je veux dire, pour plaisanter, j'ai demandé « Écris une bio du Dr Jacob Nielsen » et ça me donne des infos erronées comme un diplôme d'une université inconnue ou un emploi dans une entreprise où je n'ai jamais travaillé. Donc, elle invente des choses. Et cela vous montre simplement que vous ne devriez pas, si vous vouliez écrire une biographie d'une personne célèbre, demander simplement à ChatGPT « Donne-moi une bio de cette personne » et vous l'utilisez simplement. Vous devez vérifier ou vérifier les faits, mais elle peut créer, vous savez, donnez-moi une courte bio, donnez-moi une longue bio, donnez-moi une bio écrite, comme une chanson de rap ou un haïku ou quelque chose comme ça, et vous avez donné différents formats, et c'est encore cet aspect de créativité qui est très très bon. Donc, j'ai l'impression que gérer parfois le hasard, je pense que c'est un sujet important, qui n'est pas beaucoup enseigné, ou qui n'a pas été beaucoup enseigné dans le passé parce que ce n'était pas quelque chose avec lequel nous avions vraiment besoin de faire. Avec l'IA, nous obtenons de nombreuses choses aléatoires. Parfois, nous recevons un fait aléatoire qui s'avère être faux. Parfois, nous obtenons beaucoup d'idées farfelues et sauvages de celles-ci, et nous devons apprendre à discerner, vous savez ce qui est bon et mauvais, et comment peut-être parfois combiner deux choses. En cela, l'IA propose la troisième chose qui est en fait le bon design que nous avons créé. Et donc, ce sont des compétences qui sont nouvelles. Je dirais qu'elles n'étaient pas vraiment nécessaires dans le passé, mais elles le sont définitivement maintenant. C'est super cool. Et si un étudiant veut en apprendre davantage de vous ou de vos articles, nous connaissons UX Tigers. Pouvez-vous partager plus d'informations sur votre newsletter ou s'il y a d'autres ressources gratuites qu'un étudiant peut suivre? Oui, je pense, pour être honnête, ce que je recommanderais vraiment, c'est de s'inscrire à ma newsletter parce qu'elle arrive alors dans votre email chaque semaine et c'est sur Substack. Mais vous pouvez aussi, si vous allez sur le site uxtigers.com, il est en bas de la page. Oui, allez sur Substack, c'est gratuit. Alors, allez chercher cette newsletter. Et elle arrive dans votre boîte aux lettres, en fait plusieurs fois par semaine, parce que j'écris beaucoup en ce moment, parce que je suis très inspiré.
Donc ce serait vraiment la meilleure chose de simplement l'obtenir pendant qu'elle est fraîche d'ici. Donc il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Restez donc à jour. C'est une excellente recommandation. Avant de finir cet épisode, récapitulons ce que nous avons appris dans la seconde moitié. Premièrement, en tant que designer, vous devez reconnaître quel est ce 20% qui vous apporte 80% des résultats. Ajouter plus de fonctionnalités à un produit n'est jamais la solution. Les gens ont besoin de résultats et pas seulement de fonctionnalités. Ils ont besoin que les choses soient plus simples et plus faciles. Si les utilisateurs ne comprennent pas vos fonctionnalités, elles pourraient être inexistantes. Ensuite, il ne suffit pas d'utiliser naturel. Pour les invités IA, soyez extrêmement précis. La plupart des incitations ajoutent simplement du contexte et définissent des contraintes. C'est comme enseigner à un nouveau stagiaire comment penser et naviguer. Veuillez vous assurer que vous pratiquez comment ajouter le bon contexte et les bonnes contraintes dans vos incitations. Vous pourrez télécharger gratuitement un PDF de toutes ces notes via le lien dans la description. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche, cela nous motive. Génial, merci beaucoup Monsieur Jacob pour avoir fait cela. Je vous respecte vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Pour la communauté et les gens, si vous regardez cet épisode, en ce moment, assurez-vous de documenter vos notes et de partager avec nous ce que vous avez appris de cet épisode. Mettez vos notes sur LinkedIn. Taguez-moi et Monsieur Jacob et nous aimerions voir ce que vous avez appris. Et vos conclusions. Partagez vos doutes ou préoccupations supplémentaires dans la section des commentaires. Je peux les regrouper et tenter d'y répondre via cet épisode. Cela étant dit, merci beaucoup monsieur d'être venu sur le spectacle. J'espère que vous passerez une excellente année. Merci beaucoup et vous aussi. Et aussi à tout le public. Et je tiens vraiment à souligner que c'est un moment incroyablement excitant pour être dans l'expérience utilisateur. Parce qu'il y avait une période, disons d'environ 10 ans, où c'était un peu la même chose chaque année. Et vous savez, c'était bien, mais un peu ennuyeux. Maintenant, ça bouge. Et je trouve cela très excitant. Et la beauté, c'est que nous en sommes encore au début de cette explosion, de cette révolution. Ce qui signifie suivre le programme. Ma recommandation est de commencer maintenant. Si vous le faites, dans 2 ans, vous serez parmi les rares à avoir 2 ans d'expérience lorsque cela deviendra vraiment important et vraiment excitant. Donc c'est simplement un merveilleux moment pour assister à la naissance d'une révolution. Imaginez-vous comme un individu à vapeur. Lors de l'invention de la machine à vapeur, vous auriez pu être l'inventeur de la locomotive. Alors pensez à cette idée équivalente. Ce que vous comptez faire maintenant et l'année prochaine, ce qui est très puissant. Dans 2 ans, vous serez la seule personne avec 2 ans d'expérience. C'est incroyable. Merci beaucoup, monsieur, et j'espère que vous passerez une excellente année. Merci beaucoup. Vous aussi, si vous avez aimé regarder ce podcast. Alors, vérifiez cet épisode. Aussi, je suis super sûr que vous trouverez à nouveau beaucoup d'inspiration.